Je vais désormais donner la parole à François Rousseau, qui est membre fondateur de la Société française de prospective et expert en innovation sociale et territoriale, qui accompagne notamment la mise en œuvre de la cité éducative de Clermont-Ferrand. Il va nous parler, je lui ai déjà posé la question, mais il a décidé de nous répondre sur que fait un prospectiviste dans l'éducation. On attend sa réponse avec beaucoup d'intérêt, donc je lui donne la parole. Bien, bonjour à tout le monde. Il est sans doute plus facile de parler de soi sur le divan du psychanalyste que devant une assemblée. Mais ça me semblait indispensable, à titre introductif, de vous dire 2-3 mots sur ce qu'est mon métier, ne serait-ce que pour que vous puissiez apprécier, évaluer à sa valeur juste le contenu de mon intervention. Alors, mon métier, depuis 1991, je ne sais pas faire grand-chose d'autre, consiste à accompagner l'innovation sociale dans les territoires. Je fais ça depuis 1991. Je ne vous cache pas que c'était assez original à l'époque de parler d'innovation sociale et plus encore d'accompagnement de l'innovation sociale. Ce positionnement sur l'accompagnement de l'innovation sociale, de mon activité et de celle de mon cabinet, découle d'un constat, somme toute, assez simple, que j'ai pu faire lors de mes premiers pas dans le métier, qui était que les acteurs que j'accompagnais, et notamment les acteurs éducatifs, étaient confrontés à des évolutions de leur environnement. On est, il est vrai, 10 ans après les lois de décentralisation, à des évolutions de leur environnement, à une évolution des besoins sociaux qu'ils avaient du mal à comprendre, vis-à-vis desquels ils avaient du mal à se positionner et plus encore à développer sur cette base de nouvelles pratiques d'intervention en direction des enfants et des jeunes. Vous l'avez compris, la question des politiques éducatives est au cœur de mon activité depuis 1991. J'interviens plus largement sur tout ce qui est question sociale, d'action sociale, et nous sommes dans les faits aujourd'hui sollicités sur toutes les transitions qui sont en cours, qu'il s'agisse de la transition numérique, de la transition démographique, la transition écologique et de transition institutionnelle. Je vous le disais, un constat et dans le même temps une demande de plus en plus forte du côté des territoires. Vous me posez la question, d'où vient la demande de prospective dans le champ éducatif? Elle vient très peu du ministère de l'Éducation nationale. Mais néanmoins, à l'échelle des territoires, du côté des collectivités locales, il y a tendanciellement une demande de plus en plus forte de prospective visant à construire une vision d'un futur souhaitable de nos politiques éducatives. Alors, sachant que sur la prospective, moi je me suis spécialisé tardivement, à partir de 2008, j'ai eu la chance, en lien à 2 éminents prospectivistes, d'accompagner la réalisation d'une évaluation des démarches de prospective territoriale qui était mise en œuvre par les services déconcentrés du MEDAT, le ministère de l'Environnement, à l'époque, et dans la phase qui a précédé le Grenelle de l'environnement, il y a eu tout un travail de prospective territoriale visant à mieux identifier comment on pourrait s'emparer des questions environnementales. Il y a par ailleurs un constat, je dirais, émergent, récent, mais qui est croissant. C'est celui de la nécessité de renouveler profondément l'imaginaire social, l'imaginaire politique en ce qui concerne ces politiques d'éducation. On a des vrais enjeux de changement de paradigme dans la relation aux parents, dans le fonctionnement des communautés éducatives sur les territoires, dans la relation instaurée
aux enfants. Et ces changements de paradigme demandent un vrai détour par l'imaginaire, avec pour enjeu, pour faire vite, de passer d'approches déficitaires, lutter contre le décrochage scolaire, lutter contre la délinquance, à des approches capacitaires, favoriser l'accrochage scolaire peut-être, avant de lutter contre le décrochage scolaire, favoriser l'implication des enfants, des jeunes dans leur parcours scolaire, dans la vie locale. Alors j'ai un questionnement récurrent depuis 30 ans qui est de savoir, finalement, comment, au regard des évolutions qui sont en cours, des mutations sociétales auxquelles on assiste, faire évoluer l'action éducative. Je m'appuie dans cette réflexion, vous l'aurez compris, sur tout un ensemble de matériaux, des travaux de prospective que nous sommes amenés à réaliser, les questionnements des acteurs éducatifs, socio-éducatifs, que ce soit des questionnements d'élus, de responsables de services enfants-jeunesse, d'enseignants, de directeurs d'écoles ou de collèges, voire de lycées, leur questionnement, et puis tout un ensemble d'expérimentations qui, de fait, sont menées aujourd'hui sur le territoire national, en France et à l'étranger, et dont j'accompagne certaines dans le cadre d'un partenariat franco-canadien. Alors j'ai essayé de résumer tout cela dans un ouvrage paru en 2022 qui s'intitule « Pour des politiques éducatives et de jeunesse efficientes et soutenables ». J'en conviens, je n'ai pas l'art des titres parce qu'il est un peu à rallonge. Et dans cet ouvrage, justement, je parle de nouveaux horizons anthropologiques qui, selon moi, ont des conséquences fondamentales sur les priorités d'une action éducative. Alors, est-ce qu'il faut rappeler une évidence? C'est qu'on ne peut pas mettre en place une politique éducative sans s'être posé la question des valeurs et du sens de l'existence humaine. En fait, toute construction d'une politique éducative est inséparable du contexte socio-historique et de l'horizon anthropologique dans lequel elle s'inscrit. Avec un risque sinon, finalement, j'ai entendu le terme tout à l'heure, mais qu'elle ne soit pas porteuse d'espoir, sachant qu'éduquer, c'est avant tout cela, c'est transmettre un espoir. Un espoir que la vie aura de l'intérêt, qu'elle aura du sens, et que nos enfants pourront, comme tout un chacun, y apporter une contribution extrêmement positive. Et ceci dans un contexte où il faut toujours ne pas perdre de vue que ce qui nous semble nouveau, et les évolutions qui font qu'on dise « tiens, maintenant, il y a cette question, il y a cette question-là », est vécu de manière quasi naturalisée par nos enfants. Tout ceci fait partie de leur existence humaine, de la réalité de l'existence humaine. Alors, je vais essayer d'éclairer cette question-là de 4 points de vue et de mettre en avant systématiquement les priorités éducatives qui s'en découlent, avec un premier point de vue sur la condition politique de l'homme moderne. De manière tendancielle, par la mondialisation, de par notre interdépendance, nous sommes de plus en plus citoyens du monde. Et ce point est tout à fait important en termes d'éducation, c'est-à-dire exercer, par exemple, sa citoyenneté, participer à la délibération publique, suppose aussi que tout un chacun ait conscience et connaissance de cet arrière-fond mondial sur lequel se jouent les questions politiques dans notre pays. Mais si nous sommes citoyens du monde, nous sommes aussi
membre d'une nation, de territoire de vie, d'une diversité de communautés d'appartenance, lesquelles, et notamment pour les enfants et des jeunes, ne sont pas toujours vécus comme des espaces bienveillants, bien plus souvent, heureusement pas toujours, mais comme des espaces de contrainte, voire de maltraitance et de violence. Et dans sa communauté d'appartenance, l'homme, nous connaissons au quotidien les tensions sociales qui étaient évoquées dans la précédente, au cours de la discussion précédente. Nous connaissons les incivilités, nous connaissons une maltraitance du quotidien, voire je le disais, de véritables violences. Donc vous le voyez bien par rapport à cette condition politique de l'homme moderne, on a affaire à un enjeu de mixité et de diversité extrêmement amplifié par les flux migratoires, et il y a une véritable nécessité de préparer nos enfants à affronter un monde de plus en plus complexe, dans lequel il y aura de plus en plus d'incertitudes de par ces phénomènes d'interdépendance. Alors, dans un magnifique petit ouvrage de 2000, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Edgar Morin insiste sur cette question-là et nous explique que nos systèmes d'éducation ne nous préparent pas à, je cite, affronter la complexité du monde, de la vie, des êtres humains, de nos sociétés et de la mondialisation. Alors vous pouvez évidemment, vous savez bien évidemment pourquoi il dit cela, parce que les savoirs sont trop sectoriels, pas assez croisés, ne communiquent pas suffisamment entre eux. Si on pousse un peu la réflexion sur ce point, cela veut dire fondamentalement qu'il faut plus que jamais travailler à désapprendre. Dans une conférence de 2019, Cynthia Fleury, une conférence qui s'intitule « Pour une éducation durable », Cynthia Fleury nous rappelle que l'éducation passe par le fait de désapprendre. Pour nous en convaincre, elle cite Cicéron, un passage des Tusculanes, dans lequel il dit « Sitôt que nous venons au monde et que nous sommes admis dans nos familles, nous avons, on peut le dire, sucé l'erreur avec le lait de nos nourrices. » Qu'est-ce que nous dit Cicéron? C'est que ce que l'on croit être seulement du domaine exclusivement affectueux, en fait, ce discours-là, ce discours de nos nourrices, de nos parents, s'avère toujours être le viatique d'une idéologie clandestine, le véhicule de préjugés qui nous structure et qu'il est important de déstructurer. Autrement dit, le rôle de l'éducateur est, dans un premier temps, de travailler à déstabiliser les enfants, à faire qu'ils dépassent les préjugés, les représentations et les pratiques qui leur semblent d'autant plus aller de soi qu'elles leur ont été transmises de manière naturalisée et qu'elles constituent leur fond identitaire. Si on veut préparer à aborder l'incertitude, ce monde complexe, il faut aussi combattre les pseudo-évidences, sachant que dans le même temps, en lien à cette condition politique de l'homme moderne, il y a une autre priorité qui se dégage, c'est de faire tout simplement, une autre priorité qui se dégage du constat du caractère souvent dysfonctionnel des communautés d'appartenance, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de l'école, des territoires de vie, et donc la nécessité de travailler, il y a des approches
des Canadiens qui sont passionnantes sur ce point, tout simplement de travailler à construire des milieux relationnels positifs, de veiller à faire en sorte, notamment, que l'école fonctionne comme un milieu relationnel positif, où les enfants vivent l'empathie, vivent le respect réciproque, vivent la coopération et n'en entendent pas seulement parler. Notre horizon anthropologique, il est d'ores et déjà marqué, déterminé. Excusez-moi, j'ai sauté une page, autant pour moi. Notre horizon anthropologique, il est d'ores et déjà, il est désormais, pardon, inséparable du numérique et de l'intelligence artificielle. Il y avait un petit échange tout de suite avant mon intervention sur ce point. Nous sommes tous et de plus en plus précocement hyper connectés. Et cette hyperconnexion structure nos interactions. Mais absolument rien, plus rien, ne permet aujourd'hui de supposer que nous allons devenir véritablement augmentés grâce aux technologies du numérique. Et il est amusant à ce propos de souligner que les enfants de la Silicon Valley, scolarisés à la Waldorf School of the Peninsula, excusez-moi, je ne parle pas anglais, n'ont pas le droit de toucher à un écran d'ordinateur, à un smartphone, à un iPad avant la classe de 4e. Sachant que pour la plupart d'entre eux, ces enfants sont des enfants dont les parents travaillent chez Hewlett Packard, chez Apple, chez Yahoo, chez Google. Des gens, somme toute, assez renseignés sur le numérique et les effets d'une surutilisation du numérique. Alors, les dangers du numérique pour l'enfant commencent à être de plus en plus renseignés. Des troubles de l'attention, des difficultés de concentration, un développement plus faible de certaines capacités cognitives, et notamment ce qui a trait à l'imagination, des phénomènes de dépendance. Tout ça est de plus en plus renseigné. Et pour citer Patricia Greenfield, celle-ci disait déjà en 2008 que l'usage croissant d'Internet a fragilisé notre capacité à acquérir des connaissances profondes, à mener des analyses inductives, à produire de l'esprit critique, de l'imagination et de la réflexion. Alors, je crois qu'il est important aussi, au titre du numérique, de bien voir le type de société qui se dessine. Je cite à ce titre Marc Duguin et Christophe Labbé qui, en 2017, dans leur ouvrage « L'homme nu », disaient « L'homme des données massives, intégralement connecté, vivra complètement nu sous le regard de ceux qui collecteront sans fin des informations sur lui. » Autrement dit, nous sommes, de par le numérique, dans une situation où il y a une dilution des limites entre ce qui relève de la sphère privée, de la sphère intime, de ce qui relève de la sphère publique. De par le numérique, c'est potentiellement, évidemment, c'est bien mis en avant des questions de harcèlement. De par le numérique, c'est également potentiellement une société du contrôle qui peu à peu émerge et qui donne déjà toute sa puissance sur d'autres continents. Alors, semaine numérique,
Excusez-moi, je n'ai pas développé sur un point. Enfin, les priorités qui en découlent, évidemment, c'est autour des bons usages du numérique. Le numérique, c'est un outil. Et tout usage d'un outil suppose de connaître le mode d'emploi, connaître les dangers liés à l'utilisation de l'outil, dangers pour soi-même et pour les autres, de connaître les forces, mais les limites également de cet outil, et d'apprendre chemin faisant à avoir une utilisation du numérique qui puisse contribuer à renforcer les capacités de l'individu et contribuer à améliorer nos interactions. Alors ce même numérique, il a contribué à faire émerger ce que Peter Drucker, en 1969, avait appelé la société de la connaissance. Peter Drucker mettait en évidence que sous l'effet du développement des technologies de l'information, de la diffusion massive de celle-ci, on assistait à une agrégation des savoirs et des expertises et à des phénomènes de créativité et d'innovation pouvant résulter de cette agrégation. Un certain nombre d'entreprises dans le monde ne s'y sont pas trompées, qui, cherchant une solution à un problème, n'hésitent pas à mettre le problème en ligne pour qu'il y ait une contribution à une échelle monde à la résolution du problème rencontré. Mais ce qui fait la société de la connaissance, ce ne sont pas les technologies de l'information, les sachants, les éducateurs qui rendent possible cette société de la connaissance, mais ce sont les individus. Ce sont les individus qui apportent leur propre savoir, qui apportent leurs propres expériences. Ce sont les individus, mais c'est également la collaboration des individus à cette société au travers d'un jeu d'échange interactif et cumulatif que certains appellent un cerveau planétaire. Ce qu'il est important de souligner, c'est que dans cette société de la connaissance, la représentation qui est la nôtre et que nous avons hérité des Lumières, notre représentation de ce qu'est la connaissance se transforme peu à peu. Je vous renvoie de ce point de vue-là aux travaux d'un Roger Su, qu'il avait exprimé lors d'un colloque à Brest qui portait sur les projets éducatifs locaux, où il insistait sur le fait que finalement, tendanciellement, émergeait une forme de société, de démocratie cognitive, où peu à peu, c'était les individus qui jugeaient de ce qui était ou non connaissance. Ce point est important et je crois que c'est à partir de là qu'il faut tirer le fil des priorités d'une action éducative en la matière, parce que ce qu'il s'agit d'éduquer dans cette société de la connaissance, c'est la capacité des individus à se mettre dans le flux, à rechercher l'information, mais également à savoir en discerner l'intérêt, à savoir en sous-peser la valeur épistémologique et cognitive, et cognitive, à savoir recontextualiser l'information, à savoir l'interpréter et la mettre en perspective. À côté de la société de la connaissance qui émerge, c'est également une économie de la connaissance où ce qui compte, ce n'est pas le temps passé par l'ouvrier à la production. Ce qui compte, c'est la mobilisation de capacités qui portent sur les questions de relations, qui portent sur les questions de communication, qui portent sur les questions de créativité. Gabriel Tarde l'annonçait il y a plus d'un siècle, largement, où il disait « l'ouvrier sera remplacé soit par la machine, soit par l'artiste ». Nous y sommes. Le double remplacement est en cours et l'enjeu de ce point de vue-là est de former les artistes de demain. J'ai bien noté pour les 5 minutes, je vais essayer de tenir, ça ne devrait pas beaucoup plus, ça ne devrait pas dépasser, même si le sujet que j'aborde est colossal, parce que notre horizon anthropologique, il est déjà marqué, déterminé par la crise
climatique et écologique. Vous le savez, des jeunes font aujourd'hui le choix de ne pas avoir d'enfants au motif de l'état de la planète. On assiste à des phénomènes croissants d'éco-anxiété. Certains d'entre vous consultent peut-être sur cette question-là, et notamment chez de nombreux jeunes. Tout un ensemble d'études ont commencé à objectiver cela depuis la crise de la Covid. Alors c'est quoi l'éco-anxiété? C'est une souffrance prospective, on pourrait dire. C'est une souffrance liée à l'anticipation d'un futur redoutable. C'est, disait Glenn Albrecht, le grand philosophe de l'environnement, un état psychothérapeutique. Entendez par là ce qui a trait ce qui porte sur les émotions liées à l'état de la Terre, ce qui concerne les relations entre la psyché et l'environnement. Il met en évidence des tas de types d'états psychothérapeutiques. On pourra y revenir. Cette crise climatique, elle a d'ores et déjà des effets multiples. Cette crise climatique et écologique a d'ores et déjà des effets multiples au plan sanitaire. Vous voyez le chiffre colossal qui a été affiché en 2020 sur les conséquences de la crise climatique en termes de décès d'enfants, estimé dans le monde à 1,7 million d'enfants par an, et des conséquences au plan de la santé mentale, conséquences au plan de la santé mentale, l'éco-anxiété, des troubles du développement, et ces émotions négatives dans la relation à la nature, voire une véritable mort émotionnelle dans la relation à la nature. On pourra y revenir dans la discussion. Je vais à l'essentiel pour ne pas dépasser le temps dont je disposais. Le PowerPoint veut tout de suite aller à la discussion. Tout un ensemble de priorités de l'action éducative. D'abord, assurer la sécurité environnementale des enfants et des jeunes dans l'ensemble des lieux de vie qui sont les leurs. Et je peux vous dire, pour connaître de près les établissements scolaires, les établissements socio-éducatifs, qu'on a encore beaucoup de travail devant nous et que ce sont des investissements colossaux qui restent nécessaires en la matière. Une priorité aussi, c'est d'anticiper le scénario catastrophe. Nous sommes complètement impréparés culturellement à un scénario à horizon 2040-2050 où on sera face à la nature dans toute la violence possible qui peut être la sienne, en termes de température extrême, en termes de tornades, d'ouragans, de difficultés à poursuivre la production agricole, la nature brute que l'on peut avoir en face de nous. Et nous sommes dans une impréparation totale, tout à la fois parce que nos relations à la nature sont très médiatisées par la technologie, y compris quand on prend un vélo, et nos relations à la nature sont marquées par, je le cite beaucoup, parce que Glenn Albrecht appelle une amnésie intergénérationnelle. Amnésie intergénérationnelle, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission de cette question de la nature, de l'action que l'homme a eue sur la nature, de la manière dont cela a transformé peu à peu l'homme. Je finis en une phrase pour insister sur un point, parce qu'on n'en parle pas assez, selon moi, dans les politiques éducatives. Il y a, selon moi, une priorité absolue à enseigner les techniques et l'histoire des techniques. Alors, pour des raisons liées à la manière dont la pensée écologique s'est constituée et en lien aux relations du monde économique à la question écologique, cette question n'est pas directement traitée,
mais elle est totalement essentielle. Si on ne développe pas un savoir critique des techniques, très concrètement, non seulement on ne résoudra pas la crise climatique, mais on ne permettra pas aux enfants et aux jeunes de contribuer positivement à réparer la planète. Dernier impératif, enseigner aux enfants et aux jeunes les fondements de la vie, qui ne sont pas la concurrence, mais qui sont avant tout la coopération et la symbiose. Autrement dit, comme disait Winnicott, un enfant, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un ensemble d'interactions et on peut conclure qu'un homme non plus. Je vous remercie.